Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. C'est une des inquiétudes des parents pour la rentrée. Combien vont leur coûter les fournitures scolaires de leurs enfants alors que les prix flambent? On fera le point avec nos invités dans un instant. Ensemble à l'Olympia, c'est le prochain concert solidaire au profit des enfants de la guerre. Il aura lieu mercredi prochain. Son organisatrice viendra nous en parler en deuxième partie d'émission. Enfin, comme chaque vendredi, on donne la parole aux enfants. Cette semaine, on leur a demandé ce que l'espace représentait pour eux. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'actualité en bref avec Mickaël Dorian. Bonjour Virginie, bonjour à tous. À Noisy-le-Sec, des parents demandent la fermeture d'un squat situé à proximité de l'école maternelle Petit Prince. Le mois dernier, 2 bagarres ont éclaté en pleine heure de classe. Inquiets, les parents ont décidé de lancer une pétition soutenue par de nombreux habitants du quartier. Elle compte désormais plus de 300 signatures. Ce week-end sera certainement synonyme de révision pour les collégiens de 3e. Les épreuves du brevet démarrent dans moins d'une semaine. Pour accompagner les élèves, l'Omni a mis en place tout un programme de révision avec des fiches, des cours, quiz et annales. C'est sur le site lumni.fr/collège/3e/brevet. Saviez-vous que la Corse était une terre de champions d'échecs? Sur l'île de Beauté, jouer aux échecs est même une tradition. Les échecs sont d'ailleurs depuis 25 ans une matière obligatoire à l'école, à l'instar des maths ou du français. Pas étonnant donc si les champions d'échecs corses sont aussi nombreux. L'île compte un grand maître international qui a seulement 15 ans, 13 champions de France et 2 champions d'Europe. Et puis attention, les vacances d'été démarrent le jeudi 7 juillet au soir, pas avant. Si certains parents peuvent vouloir partir plus tôt, notamment pour le premier week-end de juillet, sachez que le ministère de l'Éducation nationale prévoit des sanctions. Au bout de 4 demi-journées d'absence injustifiée, il est prévu que les parents soient convoqués. Ils risquent alors une amende de 135 €. Si ces absences compromettent l'éducation de l'enfant, la sanction peut même aller jusqu'à 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. Merci Mickaël. Alors comment faire face à la flambée des prix des fournitures scolaires pour la rentrée? On en parle tout de suite, c'est notre question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Najed Bellassem, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour la première fois ici. Tout à fait. School, ça vous plaît? Les locaux vous plaisent déjà? Ah, les locaux me plaisent. L'accueil me plaît L'accueil aussi. est bon. L'idée de faire une chaîne thématisée sur l'éducation aussi, c'est merveilleux. on en avait besoin. C'est merveilleux. Bon, alors ça va, elle est adoubée, c'est bon. Parce que Pascal Vivier, lui, il a l'habitude. Bonjour Pascal. Vous êtes secrétaire général du SNETA FO, le syndicat des professeurs des lycées professionnels. Et on accueille aussi un nouvel invité, c'est Adrien Perrol, bonjour. Vous êtes directeur général de Bureau Vallée. Alors justement, on va parler des fournitures scolaires, les fournitures scolaires qui sont au centre des préoccupations pour la rentrée, peut-être même maintenant d'ailleurs, parce que certains font déjà leurs emplettes. Il faut s'attendre à des augmentations allant de 10 à 40% à cause de l'inflation liée à la guerre en Ukraine. Elle a bon dos ou pas, cette guerre en Ukraine? C'est réel, cet impact? Najed Bellassem. C'est réel, oui, l'impact est réel. Nous, on a fait un comparatif de l'année dernière à aujourd'hui. Et en effet, par exemple, sur les calculatrices, on a plus de 40% d'augmentation. Alors on l'a vu aussi, et c'était même avant la guerre en Ukraine, on a vu l'augmentation faramineuse des matières premières, en particulier le papier, mais également les microprocesseurs. On parlait de calculatrices, mais c'est vrai pour les ordinateurs. Et cette inflation, on va devoir la subir, et les familles vont la subir. Il faut savoir que pour 12 millions d'élèves, on a un tiers des élèves qui vivent avec des parents qui sont en situation de précarité financière. Je ne parle même pas de la grande pauvreté, je parle de précarité financière. Donc c'est évident qu'à cette rentrée, ça va concerner bien sûr les parents d'élèves, ça concerne les enseignants, mais avant tout les élèves et comment on fait pour qu'ils puissent assurer leurs cours dans les meilleures conditions. Ça va de la maternelle au lycée, mais également à l'enseignement supérieur. Et oui, ça va être très compliqué. Alors Adrien Perrol, justement, vous êtes directeur général de Bureau Vallée. Certains pourront penser que en fait, les entreprises en profitent pour pouvoir augmenter leur prix et donnent de mauvaises excuses à tout cela. Quel est votre sentiment par rapport justement à cette inflation terrible? L'inflation, elle est bien réelle, c'était rappelé sur le plateau à l'instant. Le prix des matières premières augmente et il y a même une certaine pénurie sur certains produits.
sur la partie fourniture scolaire, en fait, on appréhendait énormément cette inflation et du coup, chez Bureau Vallée, on l'a anticipé. Et en fait, on a fait nos achats avant cette inflation, avant que, par crainte aussi d'une pénurie de ces produits. Donc, on a anticipé ça se fait d'une année sur l'autre. Hein, pour les produits les plus tôt, on les achète 1 an à l'avance et là, on a anticipé encore de 3 mois. Donc, sur cette rentrée des classes et sur le gros du marché de la fourniture scolaire, il n'y aura pas d'inflation. Il y aura pas d'inflation. Il y aura ce sentiment d'inflation parce que nos clients l'ont déjà sur l'essence, sur l'énergie, sur tout un tas de produits, et c'était rappelé. Mais sur les articles de fourniture scolaire, on sera à prix équivalent. Je ne vous donne pas du tout la même promesse sur la rentrée prochaine, et je ne vous fais pas également cette promesse sur tout ce qui est hors article scolaire, parce que là-dessus, elle est déjà perceptible, elle est déjà réelle. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus concret. Aujourd'hui, sur les cahiers de la rentrée des classes, vous retrouverez les mêmes prix que l'année dernière, mais sur une ramette de papier. Pourtant, la base est la même, hein, c'est du papier. L'inflation est de l'ordre de 10 ou 20%. Pascal, vous vouliez réagir ? Je voulais réagir parce que là, on parle de fourniture scolaire dont on a l'habitude. Cahier, stylo, calculatrice. Papier, cartouche d'encre, équerre, règles, par etc. exemple. Mais moi aussi, je m'occupe d'adolescents et de jeunes préadultes qui ont besoin de s'équiper à la rentrée d'équipements de protection individuelle. Ça va du casque de chantier en passant par la chaussure de sécurité, mais également la batterie de couteau de cuisine. Et on a vu là, je suis content d'entendre cette promesse pour le papier et les premières fournitures, mais j'allais dire petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème, et ça va aussi pour les prix. Donc je pense aussi aux pré-ados et aux ados, où leurs équipements ne sont pas uniquement des cahiers, de la fourniture scolaire qu'on peut imaginer au collège, mais qui sont vraiment des équipements de première nécessité. Et je pense au métier de la coiffure, je pense au métier de la maçonnerie, je pense au métier du bois, de l'électricité, où là vous avez des équipements individuels, où les régions, depuis une dizaine d'années, font de gros efforts. Alors là aussi, on a un phénomène de décentralisation avec des régions qui mettent la main à la poche, et ça va de 115 € à 300 € dans les régions Aquitaine, région Occitanie, mais vous avez d'autres régions qui ont plutôt mis la priorité sur des tablettes. 115 €, 300 € par famille ? Par enfant. Par enfant. Et souvent, sans condition de ressources, alors que la prime de rentrée, dont on espère, et nous on la demande dès maintenant, il va falloir que le gouvernement augmente cette prime de rentrée, parce que l'inflation, quand on nous annonce une inflation de 10 à 40% sur certains matériels, on est sur un panier d'un peu moins de 200 €. Vous imaginez 40%, oui. On est sur 300 €, et pour un grand nombre de familles, ça va être impossible. Et je vous dis... Et les classes moyennes aussi, attendez, bien sûr, évidemment, ça va toucher tout le monde. Mais tout le monde. Donc il faut que les régions s'y mettent, que le gouvernement s'y mette, mais également que les familles en prennent conscience. Notre grande difficulté aujourd'hui, et j'imagine pour les parents d'élèves, c'est la prise de conscience de ce qui va se passer à la rentrée. J'ai entendu la représentante de la FCPE dire l'idéal, vous l'avez dit, ce serait de faire des courses en ce moment. Ce serait l'idéal. Sauf qu'après les années... On se pose la question, en tout cas, de savoir si oui ou non, il faudrait faire les courses maintenant. On le demande, on le préconise, en fait. On le préconise, et vous avez raison de le rappeler. Nous, on préconise aux parents de faire leurs courses maintenant. On préconise aux établissements scolaires de donner les listes assez tôt. Aujourd'hui, on le sait, de plus en plus tôt, on fait... il y a les rayons de fournitures scolaires se mettent en place. Et nous, ce dont on a peur, et votre invité l'a très bien rappelé, c'est qu'à la rentrée, ça va encore plus flamber. Il y a 20%, presque 20% sur le papier. Donc, quand vous imaginez les listes que l'on a par enfant sur les établissements scolaires, il y a de quoi s'inquiéter. Alors justement, Adrien Perrol, quel est le prix moyen, en tout cas avant, c'est-à-dire que l'année dernière, par exemple, d'un panier de fourniture pour un collégien ? Alors là aussi, c'était rappelé sur le plateau, petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème. J'aime la formule. Oui, à l'école, les prix commencent bas, puis ça augmente avec le collège et ça augmente avec le lycée, pas forcément et pas sur les mêmes produits. Au collège arrive la calculatrice et le sac à dos, qui sont deux articles qui ont une part importante du budget de rentrée des classes, et ensuite au lycée viennent s'ajouter les sorties, le sport, bref, la vie de nos lycéens. Donc ça va entre 20 et 80 €
sur le collège. Juste, je reviens sur les prix. C'est au moment de la rentrée des classes, donc de fin juin à fin août, que vous retrouverez les meilleurs prix, que ce soit chez les spécialistes comme Bureau Vallée ou dans la grande distribution alimentaire, Auchan, Leclerc, Intermarché, etc., etc. Parce que la pression concurrentielle est très forte à ce moment-là, et j'invite les consommateurs et ceux qui nous écoutent à comparer les prix et aller au plus oui, comme les autres années. Je comprends très bien ce que vous dites, Adrien. Quelques secondes. Vous voulez que je reprenne Non, je vous entends très bien maintenant. Juste, j'en profite pour poser une question. Par exemple, un cahier simple à spirale, grand format A4, grand carreau, voilà, on prend. Est-ce qu'il a le même prix en janvier qu'en juin ou en septembre, déjà? Parce que tout le monde se pose la question. Il est moins cher en juin-septembre parce qu'on achète plus de volume, nous, nos concurrents. Donc à ce moment-là, c'est là où vous retrouvez les meilleurs prix. En effet, vous avez raison. Aujourd'hui, si vous l'achetiez de janvier à début juin, vous retrouvez des prix plus élevés parce que l'inflation est déjà là. Au moment de la rentrée des classes, c'est des achats qui ont été anticipés chez nous. Vous retrouvez les mêmes prix que l'année prochaine, que l'année dernière, pardon. Alors, on parlait des familles les plus précaires, justement, qui vont se retrouver dans de très grandes difficultés. Les familles, évidemment, classe moyenne aussi. Enfin, tout le monde va être touché par cette inflation. On le voit déjà dans les rayons, effectivement, alimentaires. Et c'est très difficile. C'est là où va se creuser aussi les inégalités qui, déjà, sont très présentes à l'école. Est-ce que les familles vont encore plus souffrir justement de ce fameux crayon qu'on a envie d'avoir et qui permet peut-être de faire des plus jolis tracés, de pouvoir mieux dessiner ou composer en art plastique ou ailleurs? Comment ça va se passer pour les familles? Alors nous, ça fait très longtemps qu'on demande à ce que les fournitures scolaires soient prises en charge par la puissance publique. Parce qu'en effet, il y a des inégalités. On a en effet des familles qui vont acheter de super beaux stylos, etc. Et puis des familles qui ne vont pas pouvoir s'acheter tout d'un coup. Et c'est d'ailleurs ce qu'on demande, nous, à la FCPE, ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est que cette fameuse allocation de rentrée scolaire qui est versée en fonction des revenus, en fonction de l'âge des enfants, etc., soit versée maintenant. Pour la simple et bonne raison que c'est maintenant que les familles vont pouvoir comparer et acheter au mieux, en fait, au meilleur prix. Donc ça, on l'a demandé. Et puis, il y a aussi la question des listes. Les listes de fournitures, il faut que ce soit homogénéisé d'une certaine manière et qu'on arrête avec les listes à rallonge où on demande à droite, à gauche, tel type de cahier, tel type de feuille, etc. Et qu'il y ait enfin quelque chose qui soit uniformisé au niveau de l'école. Oui, parce que moi, je l'ai vécu de très près. J'ai encore 15 cahiers qui ne servent à rien dans un placard et qui, j'espère, serviront l'année prochaine. Pourquoi le gouvernement ne réagit pas de lui-même à cela? Pourquoi le gouvernement ne prend pas la décision de lui-même de se dire à un moment, ça paraît assez logique. Bon, les manuels scolaires, c'est fait déjà dans beaucoup de lycées publics et de collèges publics, mais c'est vrai que les fournitures ne sont pas prises en compte. Pourquoi? Alors ça dépend. Là aussi, il commence à y avoir une harmonisation dans les établissements scolaires où certains établissements scolaires proposent un achat groupé de matériel scolaire et ça fonctionne plutôt bien. Les élèves issus de familles précaires peuvent accéder au fonds social quand vous n'êtes pas touché par aussi une forme de pudeur, et c'est aussi un grand nombre de nos élèves. Et on s'en rend compte tout au long de l'année. Ça, c'est la première des choses. Est-ce qu'il va y avoir un grand écart entre ceux qui ont la possibilité et ceux qui ne l'ont pas? J'espère pas. Moi, j'ai jamais le discours catastrophiste. Je pense que là, si la question du pouvoir d'achat, elle intéresse et elle cogne le gouvernement, inévitablement pour la rentrée, elle va également le cogner. Donc je pense qu'ils vont s'y mettre. La question est de savoir si on a le même gouvernement ou pas, si on a le même ministre ou pas. Pour l'instant, je ne l'ai pas entendu sur cette question, mais c'est une question qui va toucher les familles très vite. Sur beaucoup de choses. Et pas vraiment, non. Notre souci premier va être, après ces 2 ans de pandémie, faire comprendre aux parents qu'il faut se saisir de cette question maintenant, alors qu'ils n'attendent qu'une chose, être en vacances, essayer d'avoir la vie d'avant. Et ça, on y est tous sujets. Et nous, on mettra la pression, bien sûr, aux ministres, au gouvernement, mais également aux régions qui, pour une grande part, financent. C'est vrai pour les ordinateurs, mais c'est vrai pour les équipements de protection individuelle dont je vous parlais tout à l'heure. Oui. C'est vrai aussi des équipements de fourniture scolaire. Donc, quand vous parliez du cahier à spirale, alors nous, on est sur des adultes et des adolescents où on a peut-être moins d'exigences qu'au collège où il faut cadrer le jeune et essayer de lui donner une méthodologie, y compris
par le matériel. Donc on a moins ce souci-là, mais c'est évident que de toute façon, à cette rentrée, cette question elle va se poser, mais elle va se poser également sur le pouvoir d'achat de tous les Français. Cette allocation scolaire dont vous parliez justement, cette allocation scolaire provoque des polémiques parce que certains parents sont accusés d'utiliser cet argent pour d'autres achats, pour d'autres choses. Je me souviens d'une gaffe de l'année passée, oui. Vous voulez nous parler des écrans plasma qui seraient achetés avec ces indemnités et ces fonds donnés aux parents qui sont en difficulté. On le sait, c'est pas vrai. On avait eu d'ailleurs à ce propos une chaîne de magasins. Il y avait une étude qui a prouvé que la télévision. Il faut le dire quand même. Donc c'est pas vrai. On est aussi sur le cliché. En revanche, que dans les établissements scolaires, ils reçoivent des dotations, que ces dotations permettent de faire des achats groupés et qu'on puisse distribuer directement aux élèves. C'est la vraie bonne idée qu'on attend. C'est la gratuité. C'est la gratuité. Encore une fois, nous, ça fait des années qu'on se bat pour ça. L'école républicaine, aujourd'hui, elle devrait être laïque et gratuite. Elle ne l'est pas. Elle n'est pas gratuite aujourd'hui, l'école. Il faut savoir que l'inflation ne va pas concerner, la hausse des prix ne va pas concerner que les fournitures scolaires. Nous, aujourd'hui, on le sait, la cantine va accuser aussi une hausse des prix. Et vous disiez tout à l'heure par rapport aux familles. Aujourd'hui, nous, on a des familles qui nous disent clairement qu'ils vont faire le choix entre aller en vacances après 2 ans de pandémie ou acheter du matériel et pouvoir permettre à leurs enfants de faire des activités à la rentrée. Et quand même, on est, en 2022, en France, on a 3 millions de parents, de familles qui touchent l'allocation de rentrée scolaire. Il faut réagir là. Il faut vraiment réagir. Alors, on va en parler justement de la cantine. Je voudrais juste faire réagir Adrien Perrol face aux clichés et aux fausses polémiques par rapport justement aux gains que vous pourriez faire, vous, distributeurs de fournitures, face à cette inflation. On est d'accord que effectivement l'inflation elle est valable aussi bien pour ceux qui achètent que pour ceux qui vendent. C'est-à-dire que le profit est toujours le même. C'est une nouvelle pour nous, que ce soit fabricant ou distributeur que je suis, on ne le prend pas comme une bonne nouvelle et au maximum tous les partenaires du secteur de la fourniture scolaire, parce que c'est le sujet, essayent de limiter l'inflation et c'est une situation très désagréable pour tous les acteurs. C'est pas on ne le vit pas du tout comme un moment où on s'enrichit, c'est plutôt le contraire parce qu'on sert un peu partout là où c'est possible. Juste, je reviens et je fais un tout petit peu ma com là-dessus. Une des premières opérations commerciales que nous démarrons lundi, c'est une opération qui s'appelle 100% remboursé. Vous avez une dizaine d'articles de fourniture scolaire qui est 100% remboursé. Vous retrouvez des trousses, des stylos, des cahiers. On refait une autre opération avec d'autres produits début août. C'est un des moyens pour limiter la hausse de l'inflation qui est là. Le pouvoir d'achat est un sujet et il mérite d'être mis en avant. 100% remboursé, si l'on fait quoi? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Je pose la question, tu as une ingénue, mais c'est-à-dire... Ah, je ne vous entends plus, je les ai perdus alors que c'est crucial. Dites-moi tout. Vous m'entendez bien là? Oui, c'est bon. Ouais, alors quelle était la question? C'est quoi le principe de l'opération? 100% remboursé, c'est-à-dire, expliquez-moi mieux. Vous avez 10 articles scolaires, on fait la même en août sur une quinzaine d'articles pour une valeur qui va de 25 à 35 euros suivant les opérations commerciales. Vous les achetez, 7 jours après on vous rembourse par virement bancaire. Fabuleux, effectivement, c'est bon de le savoir. Ça, c'est une des premières opérations, vous en avez une deuxième? La première est toute fin juin, donc lundi prochain, ça commence lundi prochain, c'est un de nos pics d'activité. La deuxième, elle sera début août, ça sera un autre pic d'activité. D'accord. Et la hauteur des remboursements est en gros millions d'euros, plusieurs millions d'euros. Alors, on parlait justement de hausse de fourniture scolaire. Il y a aussi la hausse de la cantine. Donc, finalement, on parle de hausse et d'inflation en permanence. Il y avait déjà le manque d'huile, le manque de moutarde qu'on pouvait constater, les matières premières. Le gasoil. Le gasoil qui, effectivement, a monté. Beaucoup qui n'ont pas pu travailler et qui n'ont pas reçu d'aide aussi, les indépendants, j'y pense, pendant le Covid. Et puis, cette situation, effectivement, d'inflation dont on parle beaucoup parce qu'on dit que c'est lié, effectivement, à cette guerre en Ukraine, ce qui est certainement vrai. Mais on se pose quand même la question de savoir l'impact à ce point aussi sur la cantine. Ça va être flagrant?
Inévitablement. Tous les gestionnaires d'établissements vous le diraient, ils sont déjà sur des projections de septembre, octobre et novembre sur les coûts des matières premières. Et là, quand vous avez une augmentation du coût du blé, du coût des légumes, des fruits et des légumes, où on demande, en plus on a une exigence pour consommer mieux et plus sain dans les cantines, c'est un vrai casse-tête pour les gestionnaires d'établissements. Et il va y avoir véritablement une augmentation et du coût de la cantine, mais également du coût de l'internat, mais également du coût du transport. On l'oublie souvent, mais dans les départements, tous les transports ne sont pas gratuits. Je pense au transport scolaire, mais également tous ceux qui n'ont pas accès au transport scolaire et qui doivent utiliser leur voiture pour amener l'enfant à l'école ou le jeune. Et toutes les activités périscolaires aussi, parce que les activités périscolaires sont nécessaires, sont utiles, et elles permettent aussi aux enfants de se développer, bien entendu. Donc ça va être compliqué. Peut-être que certains établissements, on peut l'imaginer, ça aussi, Najat Belhacem, que certains établissements vont se dire, non, on ne peut plus le faire, ça nous coûte trop cher. En fait, ce qui se passe sur la cantine, c'est qu'on a plutôt des familles qui arrêtent d'envoyer leurs enfants à la cantine. Et ça, c'est dramatique. Ça, c'est vraiment dramatique parce que le temps de la cantine est un temps éducatif. Monsieur l'a rappelé, en fait, quand les enfants mangent à la cantine, ils apprennent à manger équilibré, à manger sain. Et ça, pour nous, c'est hyper important. Or, aujourd'hui, on le sait, il y a des familles qui vont arrêter d'envoyer leurs enfants à la cantine. On a Ceux qui ne travaillent pas, c'est quand même pas tout le monde. Pas tout le monde. Ceux qui travaillent vont avoir du mal aussi à gérer et à joindre les deux bouts. Parce que, vous l'aviez dit tout à l'heure, ça ne concerne pas que les familles les plus modestes. Maintenant, ça concerne aussi des familles qui sont au-dessus, un petit peu du barème de l'ARS et qui donc se disent oui, on est en difficulté, même quand les deux parents travaillent. Et nous, alors pour revenir par rapport au kit de fourniture, nous, ce qu'on a mis en place en fait dans certains établissements scolaires, ce sont des bourses aux fournitures. Parce que les kits, on les propose et à ce moment-là, les familles, ça permet d'avoir des achats groupés. Concernant la cantine, on le sait, il y a des collectivités qui sont en train de mettre la cantine gratuite pour les familles les plus modestes. Normalement, ça devrait être quelque chose que le gouvernement devrait, dont le gouvernement devrait se saisir, parce que les prestataires de collectivités, en fait, les prestataires de cantines ont déjà annoncé qu'il y aurait une hausse de presque 10% sur les produits. Donc, on le sait aujourd'hui, il faut que le gouvernement se saisisse de cette question et s'en saisisse urgemment, parce que c'est maintenant que la rentrée se prépare. Et on a l'impression que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on peut penser que le marché de l'occasion, alors déjà du livre, du manuel d'occasion et puis du recyclage aussi, c'est une façon de penser écologique, donc peut-être de certains stylos, je ne sais pas, ou d'équerres, de compas, ou peut-être de matériel aussi pour les filières pro. On le fait déjà, par exemple, les caisses à outils. Certains élèves qui accèdent à l'emploi laissent leur caisse à outils et on utilise cette caisse à outils pour le nouvel arrivant. Donc on le fait déjà. C'est un don ou c'est un... Non, c'est un don. Donc à l'origine, c'est pris en charge par la région, mais avec ce qu'ils laissent, ça nous permet de compléter d'autres caisses à outils. Donc ça se fait généralement plutôt bien dans les établissements scolaires. Donc il y a cet élan de c'est à la volonté de chacun. C'est un élan de solidarité à la volonté de chacun. Donc c'est pas une décision ni du gouvernement ni de personne. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans une logique. Des collectivités, parce que nous, par exemple, sur les livres, on a très longtemps en fait, milité pour que la gratuité des manuels scolaires soit effective. Aujourd'hui, on a encore des régions où les manuels scolaires ne sont pas gratuits. Nous, on fait la bourse, ce qu'on appelle la bourse aux livres, c'est-à-dire que c'est un échange, en fait. Les parents prennent des livres au début de l'année, à la fin de l'année scolaire et les ramènent l'année suivante. Et c'est un troc, en fait. On échange comme ça les livres et ça reste plus longtemps. Mais il y a un problème sur ce schéma-là, c'est qu'il y a eu aussi la réforme des programmes qui a tout chamboulé et qui, du coup, en fait, n'a pas permis à ce que les livres soient réutilisés. Donc, il va falloir que le gouvernement, vraiment, quand il met en place des choses, il se pose la question de derrière ce qui se passe, parce que parce que les familles, en fait, en payent le prix cher. Pour conclure cet échange, si je fais un petit tableau rapide, et encore, je ne fais pas tout, l'essentiel des tableaux, mais on a donc une crise terrible, c'est-à-dire qu'on va avoir un problème financier très important par rapport aux fournitures scolaires, un problème financier très important par rapport aux cantines scolaires. On va avoir des familles qui seront peut-être sans professeurs dans la classe de leurs enfants, puisqu'il y a une crise terrible du métier d'enseignant et de la volonté d'enseigner. C'est quoi cette rentrée qui nous attend, qui est terrifiante ? Je vous demande à tous les trois. En premier, puisque vous avez un petit moment où vous n'avez pas parlé, Adrien Perrol. Écoutez, tous les ans, on se pose la question de comment va se passer la rentrée des classes. Et là où j'ai une certitude, c'est dans 100% des cas, on se trompe.
il y a toujours des inconnus sur une rentrée des classes. Il y a 2 ans, on se demandait même si elle allait avoir lieu. Pour rappel, c'était la première année de la Covid, où la date de rentrée des classes était annoncée très, très, très tardivement. On était toute fin août. Donc cette année, là où on peut avoir une certitude, c'est que le sujet de l'inflation sera au cœur des débats et la préoccupation des Français. Donc il va y avoir un retour de la promotion, de la comparaison des prix. Je crois que sur la partie, je cherche le mot, pénurique, on a fait le boulot, mais sur certaines catégories de produits, ça reste très tendu. Les sacs à dos. Et je rebondis là-dessus, ça fait maintenant quelques années. Hein. Si vous ramenez votre ancien sac à dos, vous avez 8 € de bon d'achat dans nos magasins. Et idem sur la partie calculatrice, on vous rachète votre calculatrice d'occasion. C'est un des moyens d'économiser et d'avoir du pouvoir d'achat. Et pour la première fois cette année, on le fait également sur les stylos. Alors, on ne le fait pas encore sur le cahier, parce que ça, on va juste pouvoir le recycler. Mais stylo, sac à dos, une action écologique. Calculatrice. Exactement. Ça fait déjà pas mal. Une réaction donc, par rapport à ce petit tableau sympathique qui nous attend à la rentrée ? Alors, une réaction, non, ce qu'on sait, en tout cas, ce que l'on sait, puisque nous, lorsqu'on a rencontré le ministre, le nouveau ministre, on lui a exposé, on lui a exposé en fait la problématique. Il a reconnu qu'il y avait un problème au niveau de la pénurie des enseignants. Des AESH, parce qu'on n'en parle pas non plus, mais il y a une pénurie depuis longtemps, structurelle, et donc qu'ils vont y travailler. Sauf qu'ils savent aussi que cette rentrée-là, ils ne vont pas pouvoir faire des miracles. Donc, on a 2 mois et demi, donc il faut y travailler. Moi, je suis ravie, mais comment on fait ? La question, elle est ouverte. Et la question, elle est vraiment donc, dans leur camp. Nous, on n'a pas de réponse pour l'instant. Par contre, on nous a dit, on y travaille, on essaye de faire au mieux. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une expérimentation qui va se lancer dans l'Est sur la question des remplaçants, où on va expérimenter les remplaçants virtuels. Bon. Voilà, Tout ça avec des enfants qui nous désertent la cantine, avec des parents qui ne peuvent plus payer et avec des fournitures qu'on n'a pas en totalité. Et avec des enfants qui vont mal, qui sortent de 2 ans de crise. Oui, et des parents aussi qui ne vont pas bien. Une société qui est en pleine forme, donc. Pascal Vivier ? J'aurais aussi une note comme Bureau Vallée. Une chose est sûre, la rentrée, elle se fera. Déjà, c'est vrai qu'à chaque fois, ce qu'on prévoit, ce qu'on prédit, il se passe autre chose. En tout cas, elle se fera dans des conditions difficiles, mais là aussi, vous avez une mission. Le fait qu'on soit ici, c'est aussi alerter toutes les collectivités. Il n'y a pas que le gouvernement. On ne peut pas tout attendre du gouvernement, mais également les conseils départementaux, les conseils régionaux, et se rendre compte que là, en juillet, août, eh bien, on va tous remonter les chemises pour pouvoir mettre au mieux les jeunes dans les situations de travail. Mais on y arrivera, la rentrée, elle se fera. J'aime bien cette petite note positive de Pascal Vivier. Merci beaucoup, Najat Bellassem, d'être venue nous voir. Vous êtes coprésidente de la FCPE. Merci également, Pascal Vivier, secrétaire général du SNETA-FO, le syndicat des professeurs des lycées professionnels. Ainsi qu'à vous, Adrien Perrol, directeur général de Bureau Vallée. Vous êtes situé où, Adrien ? En Tunisie, où nous avons des magasins. Génial. Où ça, en Tunisie ? À Tous, exactement. Vous avez cherché au port de Monastir. D'accord, ok. Bon, on vous salue en tout cas. Merci mille fois d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et on revient. De retour sur le plateau du Grand JT d'éducation, nous sommes avec Élise Bogossian. Bonjour Élise. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. On est ravis. Vous êtes la fondatrice d'Élise Care, une ONG de solidarité internationale qui vient en aide aux populations vivant dans des zones de conflit. Vous êtes française d'origine arménienne, petite fille de déportés arméniens du génocide de 1915, faut-il encore le rappeler. Vous dites « J'ai eu cette chance incroyable de naître en France, loin de la guerre, de la pauvreté, des discriminations ». C'est important pour vous de rappeler à quel point vivre en France, c'est aussi source de liberté. Oui, et puis surtout, je veux dire, quand on est enfant d'immigrés, on grandit en France bien sûr, mais aussi dans l'histoire de cet exil, de nos familles, et par contraste, en fait,
toutes ces libertés que représente la France, cette chance de vivre au milieu des autres. En fait, c'est une espèce de contraste avec le drame vécu par nos familles, et c'est vrai que ça nous divise beaucoup, parce qu'en fait, on est très tiraillés entre deux cultures, et en même temps, c'est une grande richesse. Une grande richesse, évidemment, le multiculturalisme. À quel moment vous avez eu envie de vous engager en créant justement Élise Kerr? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez une âme petite déjà, vous avez une conscience de la chose publique, de la collectivité, du bien des autres? Je pense que j'ai toujours eu une prédisposition sur la souffrance, l'exil, la guerre, la maladie, tout ça, oui. Après, je pense qu'une fois que j'ai eu mes enfants et que la guerre en Syrie a démarré, qui est le lieu où mes grands-parents ont été déportés, une grande partie de ma famille arménienne, puisque c'était tout l'est de la Turquie, les déportations étaient massives vers l'est de la Turquie, vers les déserts de Syrie. Là, oui, j'ai eu un vrai, je pense, électrochoc, et j'ai voulu, à ce moment-là, je pense que je ne pouvais plus me contenter de ce que j'avais. Oui, vous vous êtes dit à un moment, il faut que je puisse aussi moi-même agir, et c'est là où vous avez fondé Élise Kerr. Oui, essayer d'apporter cette aide, cet espoir à ceux qui n'avaient pas eu ma chance, et qui pourtant, à travers les visages, de ce que je voyais dans les différentes émissions et documentaires, qui étaient un peu ces visages frères, 100 ans plus tard, de ma famille. Alors, vous voyez justement à travers vos voyages, puisque vous voyagez beaucoup, à travers les différentes consultations que vous avez, puisque vous êtes fait de la médecine chinoise également, et à travers tous les reportages que vous avez vus, vous voyez des hommes, des femmes, des enfants qui vivent des cauchemars absolus, des hommes en relais de force aux côtés de djihadistes, des filles et femmes vendues aux marchés d'esclaves et violées. C'est un constat que vous faisiez pratiquement quotidiennement de ces images, et qui vous ont brisé le cœur, et vous vous êtes dit, bon, il faut qu'on agisse. Surtout, c'est le fait pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, 90% des personnes tuées sont des soldats. Aujourd'hui, faire la guerre se fait avec une certaine stratégie, celle de traumatiser les populations, celle de faire très peur. Utiliser aujourd'hui la famine comme stratégie de guerre, c'est quelque chose de très banal. Vous faites référence à l'Ukraine, évidemment, ce qui se passe à l'Ukraine. Évidemment, il y a l'Ukraine, et puis dans d'autres pays, ce qui se passe au Yémen, par exemple, aussi. Et c'est vrai que d'utiliser le viol comme arme de guerre, l'exploitation, l'enrôlement d'enfants, la torture sur les enfants, séparer de force des enfants de leur famille, et puis les transformer en machines à tuer, tout ça, c'est évidemment... c'est d'une violence terrible, parce que les enfants, les femmes ne savent pas se défendre, ce ne sont pas des gens qui apprennent à faire la guerre, ce sont des gens qui subissent la guerre, et ces personnes-là, ce sont les victimes collatérales de cette guerre qui, une fois terminée, les dégâts restent parfois sur plusieurs générations, et c'est là que j'ai voulu intervenir. Sur ces populations, effectivement, de réfugiés. Des victimes innocentes. Victimes innocentes qui quittent tout, qui plaquent effectivement tout ce qu'ils ont, ou presque, qui quittent leur village, leur ville, qui se retrouvent dans les pays souvent limitrophes. Depuis maintenant 4 mois, les Ukrainiens vivent cet enfer au quotidien, une guerre qui a été déjà amorcée évidemment dans le Donbass bien avant. Donc les populations de réfugiés, on parle de l'Ukraine en l'occurrence, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres guerres, d'autres conflits qui ont lieu ailleurs, et vous agissez partout. Quelle aide précisément vous leur apportez ? À la base, Élise Kerr apporte une aide médicale et psychologique d'urgence aux populations civiles rescapées. Ça, c'est notre mandat de base. Selon les pays où on agit, le moment où on intervient, on fait soit de l'urgence, soit de la post-urgence. Par exemple, en Irak, aujourd'hui, on a des programmes de stabilisation sur des enfants qui ont été des anciens enfants soldats, ou des femmes qui ont été issues, extraites des trafics sexuels. En Ukraine, on a fait essentiellement de l'urgence, puisqu'on a équipé une dizaine d'hôpitaux sur les lignes de front. On a apporté plus de 5 camions d'aide médicale et des cliniques mobiles, presque 100 tonnes de matériel médical et de produits de première nécessité. C'était vraiment de l'urgence, parce que la guerre, vous voyez comment les civils fuient, mais énormément sont encore sur place, et l'aide arrive difficilement, et c'est les corridors humanitaires qui permettent à l'aide d'arriver. Et ça, après, c'est beaucoup de logistique, beaucoup de coordination avec les équipes de sécurité. Pour ça, c'est vrai qu'il faut avoir un peu d'expérience. J'ai appris avec le temps, avec les erreurs qu'on fait aussi, combien le temps est précieux, et puis finalement, les intermédiaires compte, et souvent dans les zones de guerre, vous avez aussi tous ceux qui profitent,
Et c'est compliqué quand même. Très compliqué, oui, ça c'est sûr. Votre engagement, vous l'avez mis en image évidemment de nombreuses fois. On va regarder effectivement une petite vidéo et vous allez reconnaître un de mes collègues que j'aime beaucoup, Nikos, qui en parle aussi. Les enfants. Les enfants sont les victimes directes des guerres et des conflits armés. Et l'ONG Eliscare apporte une aide médicale et psychologique d'urgence aux populations civiles rescapées des conflits. À travers des programmes notamment, Paix et Résilience, avec une prise en charge sur mesure de chaque enfant pour lui permettre de se reconstruire et de se projeter dans l'avenir. Le mercredi 29 juin à l'Olympia, des artistes vont se réunir pour faire la fête, pour chanter, pour soutenir cette noble cause. Et les recettes de ce concert solidaire vont permettre de sauver davantage d'enfants. Alors en achetant concrètement un billet, c'est un enfant que vous sauvez. C'est l'objectif de ce concert solidaire. Merci à vous et rendez-vous le 29 juin à l'Olympia. Là, évidemment, au quotidien, donc je le disais, sur ces zones de conflit, avec des équipes, avec vos équipes qui sont un peu partout dans le monde. Et puis, il y a ce concert que vous avez voulu organiser, justement, mercredi 29 juin, avec tous ces artistes qui ont tout de suite répondu présent à l'appel. Oui. Et puis ceux qui n'ont pas pu, ils se sont excusés parce qu'ils regrettaient de ne pas pouvoir. Et ça, c'était vraiment beau. Ouais, Alors, qu'est-ce qu'on va voir cette soirée, justement ? 2 heures de spectacle et plein de surprises. Et ça va être vraiment magique. Enfin, je ne dis pas ça parce que c'est nous qui l'organisons, mais c'est vrai que c'est très beau. Les artistes viennent avec beaucoup de générosité, des morceaux qu'ils offrent, des duos. Enfin, ça va être très, très joli. Et donc, c'est à l'Olympia, mercredi prochain, le 29 juin, à 20h30. Et donc la billetterie est ouverte si on veut acheter donc sur Internet ou directement à l'Olympia, enfin sur tous les sites qui permettent d'acheter ces billets-là. Et donc toutes les recettes seront versées justement à la Fondation ? Sur nos programmes auprès des enfants. Ouais. Alors ces programmes auprès des enfants, ça va être quoi concrètement ? On les voyait dessiner, on imagine aussi des séances évidemment de contrôle de la douleur psychologique, la douleur physique. Je le disais, vous faisiez de la médecine chinoise aussi en parallèle. Je sais que vous avez proposé aussi à, par exemple, Élodie Garamond, qui a monté le Tigre, qui est un club de yoga, ou à d'autres personnes qui travaillent justement sur le corps, l'esprit, la respiration pour pouvoir évacuer, si c'est possible encore, ce stress et ces moments d'angoisse. Alors les programmes sont très complets, c'est comme disait Nico, c'est vraiment un accompagnement individualisé parce que quand vous réparez une femme qui a eu des mutilations sexuelles, génitales, c'est une chirurgie et puis c'est terminé, un peu de rééducation. Lorsque vous avez de ce qu'on appelle tout le syndrome de stress post-traumatique avec des enfants qui sont orphelins ou des enfants qui vivent dans la rue ou qui sont dans les trafics et des mafias d'êtres humains. En fait, il y a tout un travail d'accompagnement, de réinsertion dans la société, de détricoter le processus de la violence qu'ils ont emmagasiné comme quelque chose d'absolument normal, et puis d'aider ces enfants à refaire confiance en un adulte, de retrouver confiance en eux et puis de retrouver leur capacité cognitive pour aller à l'école, puisque ce sont des enfants qui sont en décrochage scolaire depuis plusieurs années. Et là, la psychologie ne va pas suffire, parce qu'en plus déjà, c'est pas vraiment en Irak, par exemple, on n'est pas dans la culture de la psychologie comme en France. Donc on a développé une série d'ateliers autour pour aider l'enfant à nourrir sa résilience. Et c'est vrai que le yoga marche très bien, l'art-thérapie est fantastique, la méditation aussi, le sport, la musique. Et tout ça, comme je vous disais, les marionnettes, s'identifier à travers un jeu de rôle, à un personnage qu'on fabrique, un héros qu'on va construire, tout ça, ça participe à la thérapie et à la guérison de l'enfant. Et donc, on construit tout ça avec nos professionnels qui sont formés, qui sont recrutés parmi les réfugiés. Psychologues, éducateurs, infirmiers. Éducateurs, on a des juristes aussi, des médecins. On a des pédiatres, des médecins généralistes, et puis beaucoup d'éducateurs, parce que c'est au quotidien des grands groupes d'enfants. Dans les camps, c'est beaucoup, des milliers d'enfants. Et voilà. Merci de votre engagement. Merci Élise Bogossian. Pour tous ceux qui veulent, comme moi, apporter une petite graine ou autre, il suffit donc d'aller acheter des billets pour ce concert solidaire à l'Olympia mercredi 29 juin. C'est dans quelques jours là. Les plus grands artistes, on rappelle, Pomme, Imani, 30 juin, c'est 29 ou le 30 ? 29 juin. Amir, Imani, China Moses. Anne Romanoff, Caroline Vigneault, André Manoukian, j'en ai oublié sous les mains. Donc chanteur, humoriste, enfin bref, un spectacle absolument détonnant, c'est à partir de 20h30. Voilà, c'est aussi une façon d'apporter sa pièce, sa petite part à l'idée solidaire, à l'élan solidaire que vous avez déjà
amorcé. Merci mille fois, Élise Bogossian. Je rappelle que vous êtes la fondatrice d'Elise Care, une ONG donc, internationale qui vient en aide aux populations vivant dans les zones de conflit. Merci pour votre engagement. Comme chaque vendredi, eh bien, on donne la parole aux enfants dans ce Grand JT. Cette semaine, on leur a demandé ce que représentait l'espace pour eux. Regardez. Quand on parle de l'espace, je pense surtout aux planètes, au système solaire, etc. Pour moi, l'air, l'espace, ça me donne l'impression de voler parce que j'aimerais bien regarder comment c'est là-haut et explorer. Je pense que c'est très grand, c'est plus grand que tout. Et est-ce que tu aimerais bien y aller? Ouais. Pourquoi? Je pense qu'il y a d'autres planètes qu'on n'a pas découvert et tout. Moi, ça me fascine. La planète de Sam. Je regarde le soir avec mon télescope. Des fois, je regarde un peu partout pour voir s'il y a de nouvelles étoiles qui apparaissent. J'aimerais bien aller à l'espace parce que il n'y a pas de gravité, donc on peut voler aussi. Si c'est pas dangereux, je voudrais bien y aller. J'ai peur, par exemple, qu'il y ait des astéroïdes, des choses comme ça, donc c'est pour ça que j'ai un peu peur, mais sinon, s'il y avait vraiment zéro danger, j'irais sans souci. On va aller dans l'école d'astronomie. Et tu connais Thomas Pesquet? Oui, c'est quelqu'un, en fait, je connais pas. Pourquoi pas bosser dans la NASA Ouais, ce serait bien. Après, il faudra toujours parler anglais, mais ça me dérangerait pas si c'était juste ça. C'est l'heure de Souvenirs d'écoliers. Cette semaine, Malika Ménard reçoit Philippe Candeloro. Regardez. Bon, si vous le voulez bien, on va se pencher sur l'école d'aujourd'hui. Vous êtes plus depuis un moment, mais vous avez 3 filles. C'est ça. Elles y sont encore? Elles y sont encore. Enfin, j'en ai une qui a 22 ans maintenant, qui est en alternance. Donc ça, c'est un problème pour moi comme ma femme, parce que nous, on a été éduqués dans une vie donc, de sport-études. Et en fin de compte, la scolarité secondaire ou les grandes études, on ne connaît pas. On ne connaît pas le cursus, on ne connaît pas le... Pour les conseillers, alors? Pour les conseillers, ça a été terrible, parce qu'il a fallu qu'on apprenne. Il a fallu qu'on se renseigne. En plus, avec Parcoursup, ça a été aussi une évolution importante pour les gens qui n'avaient pas vécu ce... Quand on n'a même pas été jusqu'au bac, ma femme et moi. Donc en fait, c'était compliqué de savoir, qu'est-ce qui se passait au moment du bac, mais surtout après, le cursus. Comment les orienter, quoi. Comment les orienter. Donc quand vous apprenez, c'est plus compliqué que quand vous n'avez pas eu la chance de vivre ça sur le terrain. Elle a choisi de faire quoi comme alternance? Luna, donc elle a choisi, elle avait fait déjà une option lourde audiovisuelle. Donc ensuite, elle a fait une alternance avec le Greta à Boulogne. Et toujours dans l'audiovisuel avec une alternance chez Capa Presse. Et puis là maintenant, elle a voulu faire une 3e année. Et elle bosse au musée Grévin sur la partie un petit peu audiovisuelle, événementielle, quand il y a des événements spéciaux. Est-ce que pour vous, il y a des choses à changer, à supprimer dans ce que vous voyez à travers vos filles de l'école d'aujourd'hui? Moi, je pense que ce qui est compliqué aujourd'hui d'accepter, c'est que c'est un ordinateur qui choisit votre orientation. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des choix, vous avez des vœux. En fait, vous envoyez 3 vœux, et puis c'est un ordinateur, selon votre emplacement géographique d'habitation, qui va avec l'algorithme un petit peu particulier, qui va vous dire, voilà, on vous envoie là parce que l'ordinateur, il l'a choisi. Alors, ça, c'est un peu compliqué parce que souvent, c'est pas forcément le meilleur vœu et le meilleur choix de l'enfant. On ne respecte pas le choix de l'enfant, en fait. On n'écoute pas assez l'enfant, en fait. Voilà, c'est l'ordinateur qui n'écoute pas assez l'enfant. Ou l'algorithme qui a été mis en place qui n'écoute pas. Voilà. Donc ça, pour moi, ça, c'est pas un bon système. C'est un bon système pour éviter que les gens se fassent engueuler quand le choix n'est pas bien respecté. En fait, je pense que avec l'ordinateur, on a évité que quand le choix n'était pas bon ou pas bien accepté, qu'il y ait des embrouilles. C'est tout. Parce que là, vous dites, c'est un ordinateur qui a choisi, donc j'accepte plus facilement. Dans 50 Minutes Inside, vous avez dit que vous ne valorisiez pas assez vos filles. Oui, enfin, je ne suis pas en train de moi, mes filles, je ne les considère pas comme les meilleures merveilles du monde. C'est-à-dire que pourquoi? Je garde ça pour moi. Moi, c'est ma pudeur. C'est-à-dire que j'adore mes filles, j'adore ce qu'elles font. Si elles ont une passion,
On ira toujours les accompagner dans cette passion. Mais c'est vrai que j'ai du mal à dire « c'est génial ce que tu as fait, c'est super ». Je ne vais pas leur dire ça toutes les 5 minutes. Par contre, s'il y a un truc que j'ai envie de leur... Je vais les féliciter quand même. Hein, c'est pas, je suis pas dire... Vous pensez qu'on protège trop les enfants aujourd'hui? Non, mais je sais pas, je suis pas dans le démonstratif et ni dans la verbalisation en fait de mes sentiments ou de mes ressentis. Donc c'est vrai que je vais garder ça pour moi. C'est plus une pudeur. Ça c'est une pudeur un peu à la con qu'on a dans la famille Candeloro. On est un peu comme ça. Vous discuteriez avec mes frangins et ma frangin, ce serait pareil en fait. Bon, avec Olivia, j'ai beaucoup appris à extérioriser mes sentiments, ce que je pensais. On parle beaucoup avec Olivia, mais avec les enfants, en fait, il y a un espèce de laisser lâcher prise et puis de les laisser en fait évoluer toutes seules, tout en disant attention, mais à un moment donné, de toute façon, les enfants, ils vous écoutent plus. Les parents sont des has-beens qu'on n'écoute pas. Non, mais c'est des cycles, tout ça. Je sais pas si tu as des enfants d'un certain âge, mais tu verras, ça arrivera. Inch'Allah. Et l'école de demain, pour vous, elle serait comment? L'école de demain, bon, moi je pense qu'on aime beaucoup le cursus un peu à l'américaine. Mais bon, c'est des études qui coûtent cher. Donc en France, on n'a pas les moyens et on n'a pas la culture de cette, on va dire, de cette importance et de pouvoir reprendre l'école même à 25 ou 30 ans en fait. Je pense que l'école de demain, il y a des fondamentaux qu'il faut apprendre sur le cahier et sur les livres et puis via l'enseignant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à refaire au niveau manuel. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne aux gens à se servir de leurs mains, à faire toutes sortes de métiers, à instruire tous les élèves sur la manière de comment gérer sa vie. Aujourd'hui, alors nous, on sait comment remplir un chèque, par exemple. Moi, je pose la question à mes filles. Aujourd'hui, à 20 ans, elles ne savent pas parce qu'en fait, déjà, le chèque est en train de disparaître. Donc, il faut vivre aussi avec son temps. Mais toute cette gestion administrative, sociale, que les enfants découvrent seulement quand ils commencent à être mariés ou à avoir des enfants. Ils les découvrent avant, plutôt, qu'ils ne soient pas mis devant le fait accompli. Il y a tout un tas de choses aujourd'hui dans la vie civique qu'on n'apprend pas à nos gamins. Donc, en fait, si vous avez des parents qui sont déjà eux-mêmes en difficulté sur ce domaine-là, vous allez forcément être en difficulté aussi. Et eux aussi. Du coup. Alors après, c'est pareil. Aujourd'hui, vous demandez à plein de gamins de savoir planter un clou avec un marteau, je suis sûr qu'ils ne savent pas le faire. Par contre, champion du monde de la console ou du téléphone à écrire des textos en 2 secondes, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est tout ça qui est en train d'évoluer, mais qui peut aussi demain être dangereux. Parce que des métiers manuels, par exemple, il y en a plein. On dit qu'il y a beaucoup de chômage. Mais en fait, il y a beaucoup de métiers manuels qui sont en recherche de gens qui ont eu des formations en plus. Donc, il y a tout. Pour moi, le temps scolaire doit être partagé. On ne peut plus être à l'école 8 heures dans la journée. Ce n'est pas possible. Je pense qu'il y a... plus de le diviser avec des matières plus pratiques. Exactement. Et puis, sur le terrain. Il n'y a rien de plus que la vie sur le terrain. L'expérience. Ouais, l'expérience. Eh bien, c'est parfait pour nous. C'est déjà la fin de cette émission. Ça passe vite. Ça passe vite, quand on parle beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers. À bientôt sur School TV. Merci Malika. Et à lundi, le meilleur de School TV tout de suite avec le Zap. On rappelle que tu es en 11e, l'équivalent de la 3e en France. Quel est le rythme des cours? Tu prends les cours à quelle heure? Est-ce que c'est du lundi au vendredi? Comment ça se passe? Alors, c'est du lundi au vendredi. Le lundi, mardi, jeudi, j'ai cours de 8h10 à 17h05. Et le mercredi, 8h10 à 12h45. Et le vendredi, c'est de 8h10 à 13h30. Est-ce qu'il y a de la place, justement, dans ton emploi du temps qui est consacré à l'extrascolaire? Est-ce que dans le système suisse, l'extrascolaire a une importance capitale? Oui, c'est important. Il y a souvent des activités extrascolaires organisées par l'école. Et on termine aussi plus tôt. Par exemple, le mercredi et le vendredi, ça permet aussi de faire des activités extrascolaires. La 3e, c'est une année charnière en France. C'est la même chose pour la 11e en Suisse? Oui, la 11e, c'est un passage très important. On passe du cycle à la maturité au collège. Ouais. Et on revoit un peu tous les programmes qu'on a fait. On voit tous les programmes qu'on a fait. Il y a de plus en plus d'examens. Il y a une pression qui commence à s'installer, qu'il n'y avait peut-être pas par les autres par le passé. Justement, quelle est l'importance de la note justement dans le système suisse?
La note est plutôt importante. Pour rentrer au collège, il faut un minimum de 4. Partout, c'est la moyenne 4 en Suisse. C'est ça. La moyenne, c'est 4. Et sur une note de 6, c'est ça? 6, c'est le maximum? Oui, exactement. Et il faut avoir au moins 4. Et je crois que si tu as un demi-point en moins, c'est pas la peine d'aller demander une dérogation. Là-dessus, je crois que j'ai cru comprendre qu'ils étaient assez intransigeants, c'est ça, hein? Même à 0,2 points en dessous, ça passe pas. Ah, j'étais à 0,5, mais 0,2, même 0,1, ça ne passe pas. Et justement, comment tu gères, toi, cette pression, cette montée en puissance, effectivement, par rapport aux examens et le fait d'avoir en ligne de mire, bien sûr, la maturité? C'est comme ça qu'on dit? Tout à fait, le certificat de maturité. Certificat de maturité. Oui, on est préparé. On a des examens trimestriels, donc tous les trimestres, depuis la 5e, donc la 9e en Suisse, et qui reprennent chaque matière, comme des brevets, mais depuis la 5e. Karim Trabelsi, quelle est l'importance de la note, justement, en Suisse? Nous, on fait des émissions dans le monde entier. On a vu qu'il y a des cas où c'est quand même très important. Je pense à la Chine ou encore au Japon. En Suisse, on est sur les mêmes standards? Par rapport aux notes, vous dites? Tout à fait, oui. Oui, alors effectivement, comme l'a expliqué Denis, la note fait foi pour certains passages, notamment de la 11e vers le secondaire. Par contre, au niveau des notes chez les plus petits, dans les premières années de scolarité, on peut quand même faire passer l'enfant à l'année suivante, même s'il n'a pas obtenu la moyenne. Donc ça se discute en fonction de ce qui s'est passé durant l'année, etc. Donc chez les plus petits, il y a quand même cette négociation qui peut se faire, malgré une note inférieure à la moyenne. Le basket, sport roi aux États-Unis, en France de plus en plus populaire également, Amal. Oui, de plus en plus populaire. En France, le basket fait partie des sports qui comptent le plus de licenciés derrière le football, le tennis et l'équitation. C'est donc le deuxième sport collectif le plus pratiqué. Il faut savoir que de 2011 à 2015, on est passé de 450 000 à 600 000 licenciés. Et lors de la saison 2018-2019, eh bien, le basket a même dépassé les 700 000 licenciés pour la première fois de son histoire. Et beaucoup de femmes. Cette année, beaucoup de femmes, oui. Pour la saison 2021-2022, il y a près de 682 000 licenciés. Il y en avait un petit peu moins pendant le Covid. Là, ça remonte. Et parmi ces 682 000 licenciés, il y a plus de 35% de femmes. En France, c'est même le premier sport collectif féminin. Voilà, et tout ça, c'est grâce à Emeline. Et c'est grâce à Emeline. Tout ça grâce aux bonnes... Bon, il y a quelques autres quand même, chez les garçons aussi. Allez. C'est vrai, tout ça a un engouement, notamment grâce aux bonnes performances des Bleus, que ce soit les équipes féminines ou masculines. Eh bien, les dernières performances des Bleus aux Jeux Olympiques de Tokyo, médaille d'argent pour les hommes et de bronze pour les femmes, contribuent aussi à la popularité de ce sport. Et la très puissante NBA pèse aussi énormément sur la popularité du basketball. Alors en France, il faut savoir qu'il y a 4250 clubs, donc inscrivez-vous. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez l'intelligence artificielle évoluer? Est-ce que ça devient en effet ce partenaire qu'on attendait pour aller plus loin dans la création et dans les imaginaires? Non, mais exactement, vous avez prononcé le mot, c'est-à-dire pour moi c'est une étape supplémentaire qui était prévisible. Hein. Le terme intelligence artificielle est un faux ami, parce que du coup on imagine quelque chose qui effraie beaucoup de gens, mais effectivement c'est un assemblage très pointu, donc qui permet d'ouvrir ce dialogue, mais il ne faut pas oublier que c'est en fait un dialogue dans les deux sens, parce que l'intelligence artificielle ne va pas chercher sa connaissance dans l'univers totalement abstrait. Elle vient se nourrir de notre propre culture. En fait, c'est même quasiment une façon de dialoguer avec notre culture, avec notre civilisation et toutes les civilisations, parce que finalement, cette intelligence, enfin, en tout cas, cette façon de concevoir, elle va s'alimenter avec du contenu qui est produit par notre civilisation depuis qu'elle est en capacité de produire des images. Donc en fait, c'est même quasiment une façon, effectivement, et Michel en parlait, d'échanger, mais sur la base d'une façon de reclasser en fait l'immensité de notre culture, dont malgré tous les efforts qu'on peut faire, on n'a accès qu'à une partie qui est infinitésimale par rapport à tout ce qu'on ne connaît pas. En France et en Belgique, Karim Trabelsi, l'apprentissage, parce qu'effectivement, tu le disais, ma chère Mathilde, il y a toute cette voix concernant l'apprentissage. L'apprentissage est totalement dévalorisé. J'ai l'impression qu'en Suisse, c'est tout le contraire. Absolument. En Suisse, c'est, je pense, un des systèmes qui valorise le plus l'apprentissage, où vraiment,
les personnes qui sortent d'un apprentissage ont toujours aussi accès aux hautes études. Après avoir on fait 3 ans d'apprentissage. Ensuite, il y a une possibilité de faire une maturité et ensuite d'avoir accès aux autres écoles et aux universités à travers une petite année passerelle. Et donc, c'est très valorisé, notamment par le marché du travail et des employeurs, parce que justement, les personnes qui sont issues du cursus d'apprentissage ont beaucoup de pratique et de la connaissance théorique à côté, puisqu'il y a énormément de formations très, très bien valorisées qui permettent aux apprentis de se former tout au long de l'apprentissage du métier. Donc une formation qui est hyper valorisée en Suisse, hyper valorisée par les employeurs également. Vous me dites que non seulement c'est bien pensé, c'est-à-dire qu'ici en France, on va se parler franchement, c'est une voie de garage, on essaie de changer les choses, et je crois qu'il y a quelques progrès, mais on est quand même très loin de ça. On fait 3 ans d'apprentissage, c'est ça, en Suisse, et ensuite, on a le droit justement à faire les hautes études auxquelles on aurait pu aspirer si on était dans la filière générale, c'est ça ? Exactement. Il y a, d'ailleurs, même avec moi, quand j'avais fait des études pour devenir enseignant, il y avait énormément d'étudiants qui venaient de la voie de l'apprentissage, qui avaient fait menuisier ou peintre ou autre apprentissage, et qui, de par leur pratique, que peut-être moi je n'avais pas eu, vu que j'ai eu un parcours plus académique, justement étaient déjà bien formés au niveau du travail et toutes les compétences qu'il faut avoir au niveau du métier et qu'on n'a peut-être pas eu, nous, par notre parcours académique. Donc c'est très valorisé en Suisse. Quel souvenir vous gardez justement de ces 6 ans que vous avez pu enseigner en Suisse ? Alors, de très très bons souvenirs. Justement, en tant qu'enseignant en Suisse, ce que j'ai beaucoup aimé par rapport peut-être au système français, c'est qu'en Suisse, on veut développer des compétences et des connaissances scolaires, mais il y a également, le plan d'études recommande aussi le développement de ce qu'on appelle les capacités transversales, qui sont tout aussi importantes que les compétences scolaires, donc français, maths, sciences, etc. Les capacités transversales, en fait, ce sont les capacités, développer la compétence de collaboration, de communication, de stratégie d'apprentissage. Donc, on doit former les enfants, enfin leur offrir l'opportunité de développer leur stratégie d'apprentissage, également la pensée créatrice et la démarche réflexive. Donc, il y a aussi tout ce champ de compétences qu'on doit permettre à l'enfant de développer, en plus des connaissances scolaires à proprement dit. C'est plutôt le basket qui est venu à vous, vous qui êtes allé au basket, si j'ai bien lu. Le basket est venu à moi au départ, tout simplement parce que mes parents m'ont inscrit, mes frères et sœurs et moi, au basket quand on était tout petit parce qu'ils en avaient fait. Et moi, en fait, je suis restée dans le basket parce que ma taille, là où je suis assise, ça se voit pas forcément, mais ça se voit un tout petit peu. Mais comme vous avez dit que vous n'aimiez pas qu'on vous renvoie à votre taille, je me suis dit je vais pas le faire. Mais bon, puisque vous en parlez, oui, vous êtes très grande quand même. Oui, je suis très grande et j'ai toujours été très grande. J'ai toujours été, en l'occurrence, plus grande que les autres. Ouais. Et quand on est petite, c'est pas toujours évident. J'étais en plus un peu timide. Vous avez un petit peu souffert. Oui. Oui, parce qu'un peu timide, parce que j'étais un peu, on va dire, un peu seule dans la cour de l'école. Et au basket, sur le terrain, ma taille avait une utilité. Je faisais partie d'un groupe. J'avais du coup des copines, des copains. Et en fait, j'aimais jouer de façon générale, quels que soient les jeux. J'aime ça. J'aime le jeu sur un terrain. C'est quelque chose qui me plaît. Mais en plus de ça, je pouvais me tenir droite, j'avais une utilité, j'avais une fonction, entre guillemets, sur le terrain. Ça donnait du sens, ça vous donnait une raison d'être aussi. Et ça m'a permis d'être aujourd'hui la femme que je suis. On peut avoir la tentation de laisser partir l'imaginaire tellement loin qu'il resterait dans le virtuel, Michel, parfois ? On peut, bien sûr, on peut, et c'est parfois jouissif. Dans le cadre du travail que je mène, en fait, le point de départ de cette histoire est l'usage de cette méthodologie qui permet de construire des scénarios potentiellement futurs. C'est une méthodologie qui part, pour dire les choses simplement, de différentes tendances. Et vous croisez les tendances et ensuite, par combinatoire, vous imaginez des mondes possibles. Un monde virtuel, un monde au contraire bien réel et qui utilise moins en moins de ressources, etc. Et donc, en partant de ce constat-là, très vite, je me suis dit,
d'abord, j'ai très envie d'écrire sur ces mondes-là. C'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, je me suis mis un peu dans la peau d'un chercheur en prospective qui, dans son université à Oxford, là où d'ailleurs on enseigne le scénario planning, qui est cette pratique de la construction des scénarios, va commencer à travailler sur ces différents scénarios. Et tout d'un coup, au fur et à mesure aussi de mes travaux avec des entreprises, des échanges, est venue cette idée simple que l'IA pouvait aider à faire de la combinatoire et à créer des scénarios, ou en tout cas à aider à créer ces scénarios. Donc j'ai voulu injecter cette idée-là dans l'écriture. Sauf que GPT-3, ce fameux outil dont on parle depuis tout à l'heure, est arrivé sur le marché, ouvert à une partie du public. Et donc j'ai commencé à utiliser l'outil. Et je me suis rendu compte que, en réalité, la fiction que j'écrivais était en train de rejoindre la réalité. Qui est très souvent le cas quand on fait de la prospective d'ailleurs. Et je me suis dit, mais en fait, je vais non seulement utiliser l'outil pour continuer ma rédaction, mais en plus, je vais injecter cette idée à l'intérieur de cette histoire. Et donc l'histoire, c'est l'histoire de ce chercheur qui va progressivement avancer dans le temps et avancer dans les technologies, utiliser évidemment l'IA, mais demain utiliser aussi la réalité virtuelle, la réalité augmentée pour parcourir en fait ces archipels futurs, un peu comme Ulysse, à part qu'il va le faire dans des mondes virtuels et il va vivre ces différents futurs possibles. Et bon, je ne dévoile pas la fin parce que de toutes les manières, elle n'est pas encore dévoilée. Mais à un moment donné, le réel rejoint le virtuel. Et donc, on s'y plonge et parfois, peut-être, on s'y perd. C'est la fin de ce grand JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur schooltv.com ainsi que canal 247 sur les Freebox. Merci à toute l'équipe de School TV et à la semaine prochaine. Ciao.